Hello YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Top Rainbow en direct live sur ma chaîne perso avec aujourd'hui au programme pour ce première vidéo pour la chaîne Top Rainbow de l'année 2024. Déjà bonne année à vous pour ceux qui suivent en léger décalé, puisque vous ce sera le mercredi que vous aurez la vidéo. Là on est en live du samedi. Mais on s'en fiche un peu, le plus important c'est la présentation de l'épisode à travers les cartes. Allez, on commence par du lourd, hein. L'émission phare que je faisais depuis les tout débuts de la chaîne. Donc un à travers les cartes, dans un format un peu plus classique, parce que là on va pas parler de lore, on va parler de références. Et oui, pour ceux qui suivaient les premiers épisodes, je faisais des présentations de références d'archétypes plus que les histoires qu'elles racontent. Même si là il y a quand même des histoires à raconter en même temps que les refs. Et aujourd'hui on va parler des Seigneurs du Temps, alias en anglais les Time Lords. Alors il faut savoir que c'est un épisode qui était prévu à la base pour être le 3e épisode, puisque les premiers épisodes je les faisais en vidéo, et avec les soucis du temps à faire pour le montage, etc. Et depuis que j'ai commencé à faire ça en live, je me suis dit bon bah j'ai mis ça de côté, et pendant des années j'ai mis en suspens le travail de tout ce qu'il fallait faire pour faire le montage, etc. Donc j'avais les refs, etc. Et au final, ben voilà, on y est, ça y est. Donc, ce qui était censé être le 3e et je crois le 11e épisode sur les Time Lords. Mais avant toute chose, avant de commencer, je vais commencer le diapo parce que j'ai oublié de le dire la dernière fois, pour ce qui était des spirits ou autres. Donc cette fois, par respect pour la communauté Yu-Gi-Oh générale qui me suivent, quelques mises en garde sur cette vidéo avant de la regarder. Je vous invite fortement à avoir regardé la série 5Ds qu'on voit ici. D'ailleurs on voit que sur le logo là il y a la transparence et là il n'y a pas, mais ça on s'en fiche. C'est du live. J'ai pas à travailler à fond dessus, mais bon. L'objectif, comme j'ai dit, c'était de vous mettre en garde. Donc j'ai mis 3 séries qu'il faut regarder, donc GX, Arc 5 et 5Ds, mais je répète que c'est surtout 5Ds qu'il faut regarder jusqu'au bout, car je vais spoiler énormément cette série là en particulier, sachant que dans les deux autres, pour information, c'est pas si grave que ça, mais je vous invite quand même à avoir regardé ces 3 séries, comme ça il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent connaître les épisodes des séries, qui veulent vraiment se la jouer passionné à regarder les animes, qui connaissaient pas. Ayez au moins regardé ces 3 séries là pour être sûr d'apprécier cet épisode. Sinon, ce qui est la plus grande mise en garde, c'est 5Ds. Comme j'ai dit, c'est là où je vais vraiment entrer dans le spoil brut, pur et dur. Alors que pour GX, c'est juste des références de cartes, ça va pas plus loin. Mais 5Ds, je suis obligé de raconter certaines histoires en particulier qui ont rapport avec justement l'archétype Time Lord, parce que Time Lord, on va le voir très souvent sur 5Ds. Alors, vous posez quand même la question, même si on trouve les Time Lords chez 5Ds, pourquoi j'ai mis GX et Arc 5? Va falloir attendre la fin de cet épisode, parce qu'il y a des références un peu similaires. D'ailleurs, dans Arc 5, il n'y a pas que de spoil anime, il y a aussi du spoil manga. Donc, pour ceux qui lisent le manga, il faudra lire une partie, même si je vais essayer de le cacher quand même. Comme j'ai dit, GX et Arc 5, je cache un petit peu toutes les refs, mais c'est juste qu'il y a des personnages qui jouent certaines cartes, et ça spoil plus un peu 2 quarts de leur deck que leur histoire, etc. Mais on est quand même sur fin de série pour les 3, pour vous dire déjà. Donc voilà, donc ça c'était la petite mise en garde. Donc à partir de maintenant, je considère que soit vous avez regardé les séries, soit vous en fichez et que vous voulez quand même connaître l'archétype, pour que derrière, quand vous allez voir l'animé, vous êtes en mode « Ah, c'est vrai, il en a parlé, il y a tout un lore, toute une histoire là-dessus, c'est magnifique ». Donc voilà. Deuxième mise en garde un peu plus généralisée, même si est-ce que c'est vraiment obligé de le dire, mais c'est juste par principe. Sachez que les Time Lords fait beaucoup de références religieuses, donc soyez pas choqués. Le but c'est de ne pas inciter qui que ce soit à rejoindre telle ou telle religion, mais c'est plus voilà cas de comment dire, dans les faits historiques plutôt que dans les faits permuter les gens, quoi. Donc c'est juste des références, ça va pas plus loin. Donc soyez pas trop choqués si vous entendez certains points. Donc ça peut vous donner un peu de culture sur telle ou telle religion en particulier, mais c'est
c'est juste pour ça. Donc voilà, j'en ai bafouillé, c'est pour dire que la mise en garde sur les trucs religieux, ça reste quand même un peu piquant, mais pas le choix, hein. C'est l'archétype qui veut ça, et c'est les références. Vous allez comprendre tout ça dans quelques instants. Donc on est parti, dernière fois, voilà, dernière mise en garde, c'est parti pour le gros spoil. Donc, c'est dans l'épisode 146 de la série 5Ds que l'on voit apparaître pour la première fois nos chers amis Seigneurs du Temps, alias les Time Lords. Je précise que c'est 146 sur 154 épisodes, c'est pour dire que je vais vraiment spoiler la fin, dernière mise en garde finale. Donc épisode qui serait apparu en Japon le 2 février 2011. Il aura été joué par ce type, présentation de ce gars qui s'appelle Zone, Zone pour Z-ONE, c'est le nom qu'on a en tant que personnage en version anglaise en tout cas, même si j'ai pas vu la version française, j'ai surtout vu la version japonaise, mais ça on s'en fiche. Donc Zone, comment expliquer à part le fait que c'est le gros méchant final du dernier arc de 5Ds. Donc c'est vraiment, quand je disais spoil, je plaisante pas, hein. Donc on est vraiment l'antagoniste principal de là, ce que je considère la deuxième partie de 5Ds. La première partie était considérée sur la découverte des pactisans et ça se termine avec l'arc sur les pactisans des ténèbres, avec ce gros duel final entre Jack Atlas, Yusei et Godwin. Et je crois qu'il y a Crow aussi, c'est 3 contre 1, on oublie. Donc ça c'est la première partie. Et on arrive quelques années plus tard avec la deuxième partie où des nouveaux antagonistes arrivent, qu'on appelle l'arc tueur de synchro. Et ben, lui c'est ni plus ni moins que le chef de ces gars qui veulent mettre à mal l'ère des synchros de nos héros. Car en fait Zone, pour expliquer un peu sa situation, c'est quelqu'un qui vient du futur. Et dans son futur, ben, les synchros ont causé quelque peu la destruction du monde tel qu'il le connaît. C'est un monde complètement dévasté par des batailles, on pourrait dire même des guerres, mais bon, je vais pas aller trop loin non plus. Mais croyez bien que son monde à lui, c'est devenu les Terminators à cause de l'invasion des Mechlor, tout ça. Et il décide de voyager dans le passé pour éliminer les synchros, quitte à détruire le monde et l'objectif final, comme j'ai dit, c'est de détruire les synchros. Donc, en résumé, c'est ce que je pourrais appeler un voyageur dans le temps. Ah oui, mais en fait, comme je l'ai dit, c'est l'antagoniste, donc c'est un méchant. Il est prêt à détruire la période de nos héros pour son objectif final. Donc non, comment expliquer? Non, ok, c'est méchant, mais en fait il fait ça pour le bien. Donc pour résumer, c'est un trou du cul qui voyage dans le passé, qui est prêt à chambouler tout le passé pour essayer de sauver son présent à lui. Ouais, c'est mieux, mais c'est pas à la ref. Enfin bref. De ce que l'on sait de lui, l'autre chose, c'est que comme c'est un tueur de synchro, il va utiliser un archétype qui ne joue pas des synchros. Ce qui est un comble, hein, quand on est en fin de période de 5Ds et que 5Ds c'est vraiment la période ultra synchro de ouf Godin, ce type n'utilise absolument pas de synchro. On sait aussi par ailleurs, et sa petite info qui pourra peut-être vous faire plaisir, qu'il est le responsable de la venue de Paradox. Donc Paradox, c'est en rapport avec le film dans lequel on voit nos 3 premiers héros, donc Yugi, Jaden et Yusei, ensemble en train d'affronter un ennemi commun qui s'appelle Paradox. Je n'en dis pas plus, c'est juste pour vous montrer qu'il y a le film stylé avec les 3 premiers héros. Et bizarrement, c'est très rare à l'époque, mais ce film est canon puisque lui-même dans ces épisodes, il en parle que c'est lui qui a ramené Paradox pour chambouler un peu tout ça. Ce qui explique les événements qui sont passés durant le film. Donc pour montrer à quel point c'est le gros méchant qui est encore plus méchant que le méchant d'un film, c'est pour dire. En tout cas, pour en revenir, désolé, hein, j'ai quelques trous parce qu'il faut que je lise quand même un peu mon Word, je suis désolé.
Malgré le fait que les Time Lords ont été présentés depuis février 2011, il faudra attendre chez nous en TCG. Je parle pas d'OCG parce que j'ai pas les dates, mais en tout cas j'ai les sorties officielles TCG. Il faudra attendre en tout cas la sortie de Onde de choc du photon qui est sortie de ce que j'ai vu le 10 novembre 2011 pour voir apparaître un premier Time Lord. Je dis bien un seul premier Time Lord chez nous. Il y en aura un deuxième un tout petit peu plus tard sur les mines hantées. Je crois que c'était la série Gold où il y avait les Ghost Gold, dans lequel il y avait un autre Time Lord, mais c'était encore des Time Lords du genre. Il y avait ce fait que quand l'archétype était beaucoup trop fort, on te mettait que le boss ou un autre petit truc sans plus, comme ça fut le cas avec le Sodoricalque où on a eu que Shunoros et il a fallu attendre encore du temps pour avoir le Sodoricalque et aujourd'hui Gay, à titre de comparaison. On a eu la même chose avec un autre personnage que je vais dire un peu plus tard, dans lequel on a eu que son boss, qui a 4000, je crois que c'est Nécrosphère de l'Obscurité, je le dis mal, je suis désolé, pour pas en dire plus, qui est la seule carte qui est sortie de ce personnage, alors qu'il y a tout un archétype assez compliqué, vous allez comprendre après, puisque c'est du GX, et je vais aussi un petit peu le spoiler, comme je l'avais dit précédemment. Donc, on a eu quelques petits supports plus ou moins jouables, et il aura fallu attendre Bataille des légendes, Vengeance de la lumière, soit en juillet 2017, donc 6 ans plus tard, pour qu'on ait enfin les premiers vrais supports Time Lord jouables, qui a finalisé un tout petit peu plus tard avec une autre extension, donc j'ai oublié le nom. Donc, maintenant que j'ai présenté le personnage, on va pouvoir présenter toutes les cartes qui font référence, donc les cartes qui sont jouables chez nous, mais aussi quelques cartes exclues animées. Et comme je l'ai dit, il va quasiment pas y avoir de synchro. Vous allez voir que ça est plus compliqué à expliquer que ça, mais vous inquiétez pas, j'espère que je vais bien raconter, parce que j'avoue que pour l'instant ça se passe pas très bien sur ma façon de raconter. J'espère que ça fait plaisir quand même pour le chat. Hein. Mais bon, alors on va commencer par le petit support de base. Et non, ce n'est pas une référence, non. Ok, d'accord, on est d'accord de dire, voilà, Demoiselle du Temps, c'est une femme, ça se voit que c'est, voilà, un monstre féminin, Demoiselle du Temps, ça, voilà, c'est un support, c'est une fille qu'on voit généralement comme compagnon de vous savez qui. Non, c'est juste une simple coïncidence. D'ailleurs, son nom en OCG, c'est attendez, c'est merde. C'est Time Maiden normalement. C'est même en anglais, donc c'est. J'espère que je dis pas à l'envers. Je crois que c'est Time. Ouais, c'est Time Maiden, donc c'est une servante du temps plutôt que demoiselle du temps. Rien d'autre à dire à part qu'on part sur un archétype qui a du 0 point d'attaque et de défense. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Que c'est une catégorie elfe. Pour l'instant on comprend pas trop parce que c'est une demoiselle du temps, ça va pas plus loin, mais le deuxième va vous montrer pourquoi on est... voilà, Time Maiden, merci. Heureusement que le chat est là. La catégorie elfe c'est très important, vous allez comprendre pourquoi après. Et lumière, c'est un attribut que vous allez voir qui va évoluer en fonction du monstre en question. Mais en tout cas, c'est le seul petit support monstre qu'on a chez nous. Du côté de notre ami Zone dans l'animé, il a un autre support qui s'appelle Angel Time. Time Angel. Et là, c'est plus... ah, c'est dur. Hein. Ça fait des Time Lord dans le chat, ouais. En quelque sorte. Je reprends. Donc, on était sur Time Angel qui est plus... J'essaie de trouver le terme, je suis vraiment désolé. Ah Ah, c'est une catastrophe. Ah, j'aurais dû l'écrire à la rigueur. Hein. Merde. Je suis vraiment désolé. Hein. Bon, ça, on le remarque beaucoup plus de quel genre de catégorie de monstre on va avoir à faire, puisque dans son nom même, il y a Angel, donc... pourquoi ils ont l'attribut elfe? Parce qu'en fait, ce seront les Time Lords sont en fait des anges. Pour l'instant, on n'est que sur les supports, mais celui-là est le plus caractéristique des autres monstres que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui fait le cœur de l'archétype.
puisque on est sur des anges. Donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus dans l'histoire de Yu-Gi-Oh, les types de monstres appartenaient à telle ou telle catégorie, et le type elfe, généralement on pouvait les séparer, même si c'est généralisé qu'il y a beaucoup de cas particuliers, on pouvait les séparer à la base en deux catégories. Donc le type elfe, en anglais The Fairy, donc on a les côtés féeriques, donc les fées, qui généralement c'est des petits monstres tout sympas qui vont soigner, qui vont se multiplier, et qui vont juste faire le bien-être sur ton terrain, sans embêter l'adversaire. Et de l'autre côté, on a les anges. Les anges, c'est un peu plus badass, un peu plus veut faire régner l'ordre. Donc on est vraiment sur le côté elfe, catégorie ange. Et on n'aura pas à faire n'importe quel ange. Donc jusqu'à maintenant, on est juste sur des anges, ok, mais vous allez voir que Konami va dans des références beaucoup plus loin que vous pouvez imaginer, parce que ça va pas être n'importe quel ange à partir de maintenant, parce qu'ils ont des noms. Donc moi, quand j'ai vu les épisodes, tout se passait bien, ok, Time Lord, tel truc, fait tel truc, je vous expliquerai après. Et soudain, on arrive vers la fin du duel, et le duel a bien avancé, et chacun va sortir leur carte maîtresse. Et Zone nous sort une carte piège qui active un effet spécial que je présenterai vers la fin. Et d'un seul coup, ça part en cacahuète, il y a un gros truc qui s'affiche, et là, dès l'instant où j'ai commencé à voir ça, je me dis, ce symbole là, c'est très comme ça, la disposition, ça me dit quelque chose. Et j'ai pas eu à attendre très très longtemps pour savoir d'où ça vient, ça. Alors sachant que dans l'épisode vous voyez défiler de bas en haut, là on a l'image complète, je suis très content de l'avoir trouvé celui-là. Mais donc comme je disais, ça je l'ai vu quelque part, et là je vais vous présenter juste pour les fans. Alors, je sais pas si vous voyez sur ton temps, je regarde vite fait si vous le voyez bien. C'est là-dessus que j'avais déjà vu ce symbole. Ah oui, on voit sur la transparence, ça marchait bien sur la répète, mais en fait là ça marche pas très bien. Donc vous connaissez, vous avez le symbole ici, voilà, Satan 166. Un petit manga qui a été créé par Seishi Kishimoto. Et pour ceux qui ne savent pas, Kishimoto c'est un nom que vous connaissez bien, surtout les fans de Naruto. Mais attention, c'est pas le même Kishimoto. Celui-là, c'est, si j'ai bien compris, c'est son frère jumeau qui a fait Satan 166, qui ressemble beaucoup à l'intrigue Naruto, à pas mal de différences près. C'est que déjà il est beaucoup plus court, il n'y a que 19 tomes. Et il y a quelques références un peu différentes. Mais il y a quand même des références démons, mais pas démons à queue, là c'est des démons religieux. Et ce qui va nous intéresser, c'est que ce symbole-là fait des références religieuses. Oui, parce que moi j'ai un principe de base, c'est que quand tu as deux univers, surtout du côté japonais, hein, quand tu as deux univers qui n'ont rien en commun et qui ont la même rêve, c'est que soit il y en a un qui fait un clin d'œil à l'autre, mais là je peux vous garantir que c'est pas cette catégorie-là, soit il y a une référence extrêmement profond derrière. D'ailleurs, à titre de comparaison, j'ai eu le droit au même phénomène dans Final Fantasy XII avec le Serpentaire. Parce que là, bon, le Serpentaire, en plus c'est un objet, ça me disait rien. Et un peu plus tard, dans Fairy Tail, quand on à nouveau une constellation qui s'appelle Serpentaire, là tu dis, ah, il y a peut-être un truc à cacher. Effectivement, il y avait des trucs à cacher. Donc là, pareil, on a exactement le même symbole, et je vais vous montrer dans Satan 66, ça se voit bien. Elle a plutôt cette forme-là. Donc là, on a à peu près la même disposition. On a à peu près nos 10 trucs ensemble, etc. Et donc, il va falloir faire quelques recherches. Alors, c'est bien parce que dans Satan 66, le nom qui est donné est quasiment similaire. Donc, on va parler de la Kabbale. Donc, la Kabbale avec un C dans Satan 66, attention, mais la vraie référence, c'est la Kabbale avec un K. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, n'hésitez pas à taper Kabbale avec un K pour savoir de quoi on en parle. Je vais juste vous expliquer assez rapidement la chose, histoire que vous ne soyez pas trop déroutés sur ce que je vais vous présenter après derrière. C'est qu'en réalité la Kabbale, ça vient de la religion plutôt juive, hein, j'ai vu c'est de l'ésotérisme judaïsme, donc assez compliqué pour moi à comprendre, mais sachez que ça vient de là. C'est une référence à ce qu'ils appellent l'arbre de vie. Et en fait, à la base, la Kabbale, c'est les 10 voies vers la lumière, vers les lois de l'univers. Enfin, ça va extrêmement loin. Je ne vais pas abuser parce que j'ai
peut-être dire des bêtises, donc je vais pas aller trop loin, mais sachez que voilà, c'est limité en 10 grandes catégories de voies vers les différents cheminements, etc. Enfin, il y a tout un art là-dessus. Et chacun de ces voies s'appelle des zéphirotes. Et oui, c'est ce qui fera référence à un nom d'un des antagonistes les plus célèbres de la série Final Fantasy. Par ailleurs, ces 10 voies sont aussi représentées sous 10 anges. Alors, anges ou archanges. Alors là, ça va être un peu plus compliqué de dire archange parce que, à ma connaissance, les 10 anges qui constituent cette cabale, bien que de manière générale on les considère comme archanges, aujourd'hui ça fait un peu plus débat. Il y a toujours certains. Alors il y en a un qui fait l'unanimité, c'est le numéro 6, qui est Michael. Donc Michael, c'est un archange. Toute la communauté de toutes les religions sont d'accord, qui croient en Michael, en l'ange Michael, qui est un archange. Par contre, dès qu'on commence à parler un petit peu plus bas vers la numéro 9, vers Gabriel, ben là, ça commence déjà à débattre. On parle quand même de Gabriel, hein, la messagère qui a envoyé des messages à des élus prévus, et ben, on a eu Jésus, on a eu Mahomet, tout ça. Ben, et pourtant, ben, les gens pensent que Gabriel, ben, c'est juste un messager, et donc c'est censé être un ange et pas un archange. Donc bien qu'une grande majorité considère Gabriel comme archange, il y en a qui s'opposent à ça parce qu'elle joue le rôle de messager d'un ange classique. Ce qui va m'ouvrir une petite parenthèse sur la hiérarchie angélique, ce qu'on appelle la hiérarchie céleste. Donc là, je vais faire référence à la religion catholique. Il y a deux hiérarchies, la hiérarchie terrestre, avec nous les humains qui va de l'enfant de cœur, l'évêque de base, jusqu'au big boss qui est le pape. Et on a la hiérarchie céleste, donc la hiérarchie des anges, qu'on peut séparer en 9 catégories, eux-mêmes divisées en 3 x 3. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous pouvez mettre carrément les catégories d'anges comme une sorte de grille de Morpion. Tu as 3 grands secteurs, et dans chaque secteur, tu peux mettre tel niveau de hiérarchie. Donc pour un peu simplifier la chose, croyez de ce que je vais vous parler, donc on parle d'archanges, entre guillemets, et au niveau de la hiérarchie des anges, ben c'est très simple. En bas, vous avez les anges, donc les petits messagers, et juste au-dessus, vous avez les archanges. Donc c'est pour dire que c'est encore en bas de la hiérarchie des anges, mais c'est déjà vachement bien. Vous allez voir que le niveau d'un ange, déjà, c'est pas de la merde, hein, si je puis me permettre l'expression. Donc 10 zéphirotes, donc 10 anges qui va les représenter. Donc petite présentation de chaque monstre qui les représente. Car oui, chaque Time Lord, dans le cœur de l'archétype, représente un des anges de la Kabbale. Donc pour faire un résumé, alors les noms changent parce que dans Satan 66, il y a les voix, etc. qui sont pas trop les mêmes, et les noms sont légèrement différents. Donc, sinon c'est à peu près les mêmes, hein. Donc vous avez tout en haut, en numéro 1, Métaillon, c'est pour Métatron. Vous avez Lazion pour Raziel, Zaphion pour Zachiel, ou Zaphiel. Sadion, c'est pour Zadkiel ou Sadoukiel. Camion, c'est pour Samael ou Kamael, j'avais le choix. Moi j'ai Samael à cause de Satan 66. Michion, c'est pour ou Mikion, c'est pour Michael, pardon. Aion, c'est pour Aniel ou Amiel, ils le font avec un M, comme dans Satan 66. Raphion, c'est pour Raphaël. Gabrion, c'est pour Gabriel. Et enfin, Sandaillon, c'est pour Sandalphon. Voilà, c'est à peu près la disposition que vous aviez précédemment. Chose à dire à propos des archanges, j'avais dit que là, il n'y a pas de problème, donc notre ami Mikion qui est là, c'est un archange. Pour Gabrion, c'est débat. Je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil à Zadkiel ou à Samuel. Parce que lui, disons que là, c'est plus gros débat. Parce que ange, il l'était. Ange, il ne l'est plus. Archange, bah, vu ce qui s'est passé, ben, les gens, ils ont du mal. C'est pour dire, donc, on part quand même du principe une dernière fois que ce que je vous présente, donc les Time Lords que je vous ai présentés ici, ce sont des archanges. C'est pour ça que les petits anges Time Maiden, etc., c'est des petits anges messagers support. Là, on est sur les gros, c'est les archanges. Bon.
Petite dernière subtilité avant de vous présenter ces anges de manière générale. Petit jeu là-dessus, parce que juste avant que notre ami a activé la carte et a activé ce symbole, dans la même effet, il a activé une autre symbole. Est-ce que vous avez la rêve de celui-là, vite fait? Vraiment vite fait pour le peu que j'ai dans le chat. Hein, donc ça avait cette forme-là juste avant. C'est à peu près le même symbole. Hein, j'expliquerai juste après ce qu'il représente. Et là, on voit bien le duel final. Hein, donc, je disais que ça partait sur du spoil. Alors il faut l'avoir un peu la rêve, mais je pense que vous pouvez l'avoir pour ceux de la culture populaire. Autant Satan 66 c'est dur, je dois l'avouer pour la cabale, etc. Autant ce symbole-là, bon il n'y a pas les symboles qui vont avec ici, mais normalement il y en a qui pourront peut-être l'avoir. Ok, je vais pas aller plus loin, je vous donne juste un indice, c'est pour les fans de Full Metal Alchemist. Si vous avez fait attention, c'est la porte de la vérité d'Edward Ulrich. Alors que j'ai pas avec les autres symboles à côté, mais vous inquiétez pas, j'ai la référence parce que oui, encore une fois, s'il y a ce symbole là et qu'il y a le même symbole dans une autre culture populaire, surtout au Japon, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pas Yu-Gi-Oh qui a fait un clin d'œil, en plus c'est Brotherhood. Dans Brotherhood, je crois que c'est sorti après, donc c'est pas l'un qui a fait un clin d'œil à l'autre, c'est qu'il y a un autre truc, c'est un autre clin d'œil qui vient d'une autre référence. Et après mes recherches, il se trouve que c'est cette représentation. C'est l'arbre de vie, c'est une autre version de l'arbre de vie un peu plus moderne qui a été dessinée par Robert Fludd vers le XVIe siècle. Voilà. Donc, présentation maintenant de nos gros archanges. Qu'est-ce qu'ils font dans les duels et comment on peut représenter un archange dans un duel? C'est un peu le principe de ces à travers les cartes, c'est de voir dans les archétypes présentation référence comment Konami a mis en avant ces fameux archanges de la cabale. Et bien ça se présente de la manière suivante. Donc déjà, c'est un gros ton de niveau 10, hein, badass. Il a 0 point d'attaque, 0 point de défense. Je vous explique juste après pourquoi. Donc on est sur la catégorie elfe parce que ce sont quand même des anges. Ils peuvent avoir l'attribut n'importe lequel à l'exception du ténèbre. Et à peu près pour tous les goûts, il y a du feu, terre, lumière, on a vu. Hein. Mais il n'y a pas le ténèbre. Presque, vous allez comprendre après pourquoi. Et ils ont à peu près tous les mêmes effets parce que vous allez comprendre en quoi consiste un ange. Donc, quand vous jouez l'archétype Time Lord, vous devez vous considérer comme le créateur, vous êtes Dieu. Et Dieu voit que le mal rôde, et le mal, c'est l'adversaire. Donc, les humains ne pouvant pas gérer le problème, vous décidez d'envoyer vos anges au combat. Et le but de ces anges, c'est de pourfendre l'adversaire, même si c'est pas le vrai terme, je vais vous donner le vrai terme juste après. Et donc, le mécanisme fonctionne de la manière suivante. Donc, en tant que dieu, vous pouvez pas invoquer spécialement ces cartes depuis le deck, hein, vous devez les avoir en main. Si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte. À peu près tout, je dis bien à peu près, tous les Time Lords ont cet effet de s'invoquer normalement sans sacrifice à condition que vous n'avez pas de board, parce que la première chose qu'on a à propos des archanges, je parle bien des archanges, hein, pas des anges, mais des archanges de manière générale, c'est qu'ils ont tendance à faire leur mission en solo. Vous verrez très rarement deux archanges ensemble pour gérer la même mission. Donc voilà pourquoi un Time Lord s'invoque seulement un par un. Vous ne recevez aucun de dommages qui implique cette carte, et c'est normal, puisque c'est l'archange qui part en mission, c'est pas à vous de subir l'échec de votre ange que vous envoyez au combat. Donc ça serait complètement débile que Dieu subit une crotte parce que ses anges sont nuls. Et pourtant les anges, vous allez voir qu'ils sont ultra forts, parce qu'ils sont ni destructibles au combat, ni par des effets de cartes, parce qu'on parle quand même des anges, et au cas où vous auriez oublié, ce qu'il y a entre un ange et Dieu, il n'y a rien. Même si c'est des archanges, hein, ça reste des anges. Il n'y a aucune créature dans l'univers que Dieu a créé qui est plus fort qu'un ange. Il n'y a que lui qui est meilleur qu'un ange. Donc c'est normal qu'il n'y a aucune créature adverse qui peut vaincre au combat vos anges. Le fait que vous ne recevez aucun dommage de combat, c'est parce qu'ils ont 0 point d'attaque et de défense. Et je vous ai dit pourquoi. Je vois pas pourquoi, en tant que dieu, vous avez à subir les conséquences de l'ange, qui n'est même pas détruit, puisque badass. Autre fait important, comme ils ont 0 point d'attaque et 0 point de défense, ils ne tuent pas. C'est la base qu'on a dans nos religions. Hein. Un ange ne tue pas, il purifie. Alors comment il purifie? C'est très simple, c'est par l'effet
Burn à la fin, pour celui-là en particulier, à la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Donc c'est du burn. Il ne tue pas, il purifie par des flammes divines, pas des flammes d'enfer. Sauf l'un d'entre eux, mais... mais bon, je vous invite à regarder les refs pour l'un d'entre eux en particulier. Du côté de l'archétype Time Lord, certes, ils peuvent burn, donc purifier par les flammes en affrontant le mal par la source et non pas par les créatures qu'ils invoquent. Les créatures, ils n'ont rien demandé, ils ont juste été invoqués comme ça. C'est vraiment le malin qui doit être vaincu par lui-même. Mais il arrive parfois qu'il clean le board en renvoyant généralement en main ou en envoyant dans le deck. Je ne sais plus vraiment tous les effets exactement, mais généralement on n'est pas sur un destruction de masse, on est plus sur un renvoi vers ailleurs. Et en rajoutant parfois une petite burn de plus. Donc enfin, dernier effet propre à quasiment tous les Time Lords, durant la prochaine stand-by phase, enfin votre prochaine stand-by phase, mélangez cette carte dans le deck. Ça, c'est pour référence du fait que l'archange est venu, a purifié le mal et reste présent un certain temps pour veiller à ce que le mal soit bien vaincu, qu'il ne revient pas en force. Donc il va rester un tour de plus et revenir dans le deck, se disant que sa mission a été accomplie. Donc ça, c'est pour les Time Lords de base. Il y a déjà dans la cabale que je vous ai présentée un premier cas particulier, c'est Sandaillon qui fait référence à Sandalphon. À savoir, Sandalphon c'est le royaume, c'est ça, ouais. Dans la référence, parce que les 10 voix ont chacun leur petit truc. Il y en a un, c'est la victoire, il y en a un autre, c'est la beauté, il y en a un autre, c'est les fondations, etc. Ici, notre ami Sandalphon ou Sandaillon fait référence au royaume. Et lui, ben non, il n'a pas 0 point d'attaque, il n'a pas 0 point de défense. Il a quand même les mêmes effets, à quelques exceptions près, que là, il y a un peu de monstres à l'adverse, c'est pas vous, donc lui, il s'invoque, normalement sans sacrifice. Lui-même peut pas être détruit au combat, n'est pas les effets, c'est un ange, c'est normal. Lui est capable de péter des roustes sur les monstres adverses, mais ni le mal, ni Dieu ne subit de dommages de combat. Cependant, étant donné que ça reste un ange, il purifie comme prévu. Mais sauf que lui, il envoie quelques châtaignes à quelques créatures à cause de ses 4000 points d'attaque. Donc ça, c'était un des cas particuliers pour ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, dans notre image, si vous avez fait les comptes, eh ben, il n'y a pas 10 archanges, il y en a 11, qui est juste ici. Voilà, ici n'est pas dans le manga Satan 66, il s'est arrêté à 10, alors que là, il y en a un 11e. Et ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Dernière petite référence, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur les fameuses colonnes ou les piliers, pour être plus précis, de couleur vert. Alors c'est du bleu ciel, mais c'est du vert normalement. Ici on a du bleu, ici on a du rouge. Et en fait, là encore, c'est une référence à l'arbre de vie, donc à la Kabbale, dans lequel chaque colonne représente dans l'ordre. Le vert, c'est la rigueur, le bleu, c'est la conscience, et le rouge, c'est la miséricorde. Mais il peut avoir d'autres significations en fonction de telle majorité de religions. Il y en a qui pensent que c'est l'équilibre au milieu, le yin, le yang, enfin tellement loin que je vais pas trop en parler. La référence que j'ai moi, c'est rigueur, conscience et miséricorde. Mais je vous invite quand même à garder de côté la couleur de ces trois, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à lui. Pourquoi il y en a un 11e dans cette représentation? Eh bien, la Kabbale s'était présentée à la base comme 10 Zéphiroth. Et petit à petit, on en a un 11e qui s'est incrusté. Mais qui fait lui aussi débat. Ça fait tout le temps débat de toute façon. Sur les écrits, ça n'est jamais très stable. Mais bon, on va partir sur le... C'est le boss. C'est le boss de l'archétype, donc Zéphilon, le seigneur ultime du temps, qui a lui aussi 4000 d'attaque et 4000 de défense. C'est l'un des tout premiers Time Lords qui est sorti d'ailleurs. C'est pour ça, généralement, on sort que les boss, on sort pas les petits supports, sauf si la méta le permet. Et vous pouvez voir que lui est totalement différent des autres, puisque lui ne peut être invoqué spécialement que si vous avez au moins 10 monstres dans le cimetière, et une fois par tour, invoque spécialement un elfe de minimum niveau 8. Mais ses effets sont annulés et son attaque devient 4000. Tiens, curieux.
Jusqu'à maintenant, c'est vous en tant que joueur qui invoquez vos gros tons niveau 10. Et là, on a un monstre qui vous ressemble un petit peu. Et bien c'est très simple, c'est parce que dans la Kabbale, cette 11e Zéphiroth représente... Est-ce que je l'ai marqué ou pas? Je crois que je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas marqué. Si. Non, je ne l'ai pas marqué. Si, je l'ai marqué. C'est le Da'at, voilà. C'est le symbole du Da'at. Et le Da'at, dans, dans le judaïsme, ou plutôt dans la religion juive, c'est la représentation de Dieu. Donc c'est Yahvé en quelque sorte. Donc il est normal que ce monstre possède les mêmes caractéristiques que vous, à savoir d'invoxer et d'envoyer lui-même des anges en mode viens ensemble, on va leur péter les roustes. Parce que là, on est là en mode il est pas content et il veut envoyer des châtaignes, des patates de forain, des patates divins. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une représentation de Dieu. Et comme j'ai dit, ça fait débat parce qu'une représentation de Dieu, ça va un peu trop loin pour une représentation de l'arbre de vie, pour les lois de l'univers, tout ça, je vous ai dit. Mais voilà, ils l'ont rajouté, donc il était normal de le présenter. Je vous ai présenté à peu près tous les monstres de base du côté de Zone, mais Zone n'utilise pas que des monstres, il utilise aussi des MP, et plus précisément il utilise 3 cartes pièges. Et ces 3 cartes pièges, on a eu de la chance, en 2017 on y a eu le droit, hein. Donc je vais vous présenter en version TCG, à commencer par les deux premiers, la machine vide et la machine infinie. Alors ces deux-là, j'ai juste eu un petit problème parce que c'est l'un des rares cas où on n'a pas vraiment de ref. Même si je vous ai parlé des couleurs, ça n'a aucun sens, hein, le rouge et le bleu, ça ne veut rien dire, c'est surtout le troisième qui va avoir la vraie ref. Mais ici, la seule chose que j'ai découvert, là c'est même plus du wiki, on est vraiment sur du cadeau théorie perso, c'est que machine du vide, il a un symbole qui ressemble au 0, et machine infinie, comme son nom l'indique, il a le symbole de l'infini. Et bizarrement, pour ceux qui suivent les séries Yu-Gi-Oh, vous pouvez constater que c'est très cliché pour les antagonistes de l'arc final d'une série en particulier, d'avoir des cartes qui représentent et le 0 et l'infini. Ça marche pas à tous les coups, mais je peux déjà vous donner quelques exemples. On a pour GX justement, il n'y a rien de mieux que Darkness, hein, parce que lui-même a ses cartes qui ont les noms de base, donc la carte 0 et Infinity. Pour expliquer à peu près les cartes pièges, les deux ont à peu près la même effet. Il y en a un qui active une carte piège vers la gauche ou vers la droite, l'autre fait à peu près pareil si c'est la première carte qui est activée, et si les deux, si ces cartes là s'activent en deuxième, donc le premier active le deuxième, il a le droit d'activer en même temps toutes les cartes au milieu. Ça fait juste ça. Je vous invite à regarder les épisodes pour que vous compreniez comment fonctionne l'archétype et pourquoi ces cartes sont pas sorties chez nous. Mais vous comprenez bien que antagoniste final de GX qui n'est pas sorti en version française, là c'est sûr, possède 0 et infini, mais on a aussi une version un peu plus récente avec notre ami Zark qui possède des cartes qui sont sorties chez nous, à savoir 0 roi suprême du portail et infinité roi suprême du portail. J'aurais pu rajouter aussi dans Exal, mais je vous laisse réfléchir pourquoi j'ai pas mis exactement, et j'ai déjà donné pas mal de doses de spoil pour cet épisode. Donc j'ai à peu près présenté tous les archétypes, enfin tous les cartes jouées par zone, mais il nous en reste encore un petit dernier. Non, il nous en reste encore d'abord la carte piège. J'avais zappé, désolé. Lumière infinie, bon là ça se voit en fait, si vous faites attention à l'épisode de Fight Diz, c'est la carte qui crée le symbole de la Kabbale qu'on voit dans l'épisode, et vous reconnaissez ces couleurs, donc les 3 piliers, la rouge, la verte et la bleue, qui commencent à se former à l'activation de la carte en réalité, parce que en fait dans l'animé il a les 2 effets, donc l'effet d'un Vox P en masse et l'effet de sortir son World Boss en mode ultra cheaté, parce que les effets sont pas les mêmes dans l'anime par rapport à ce qu'on a chez nous, et heureusement. Donc voilà, donc là on a vraiment fait toutes les cartes présentées par zone. Il nous en reste encore un tout petit dernier, et là, surprise, Time Lord Progenitor Vorthgate. Alors là, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, zone c'est un turn synchro. Alors qu'est-ce que ça fout un Time Lord qui est un synchro? Donc il faut faire quelques recherches, et on découvre déjà 2 choses. Donc déjà, Progenitor Vorthgate, pour commencer, ça n'a rien à voir avec la Kabbale.
Son véritable nom d'origine est le Vulgate. Et le Vulgate, en fait, c'est juste un texte écrit, en fait, c'est juste pour dire que c'est une version de la Bible traduite au latin. Je crois que c'est la 7e version traduite en latin de la Bible. Ça va pas plus loin, franchement. Il n'y a pas à chercher vraiment trop loin pour l'origine. Je me suis pas trop pris la tête. C'est juste que voilà, c'est juste une simple traduction biblique. Ça va pas plus loin. Par contre, pourquoi on a un synchro ici? Ben en fait, il faut maintenant faire des recherches, encore une fois sur Arc-V, et cette fois, c'est sur le manga, parce qu'il y a un personnage, au cas où vous ne sauriez pas sur Arc-V, déjà pour commencer, c'est que Arc-V reprend les différentes séries et les a divisées en différentes dimensions. Et il se trouve qu'il y a un personnage de Arc-V qui joue des archétypes, enfin, il joue un mélange d'archétypes qui font chacun référence à une des dimensions. Donc pour ce qui est des synchros, ben, on a les Time Lords, parce que les Time Lords, on les a vus dans 5Ds, et 5Ds à la base, c'est une série qui mettait en avant les synchros, donc le fait qu'ils soient synchro est juste un clin d'œil. Vous remarquerez que c'est le seul cas qui a l'archétype ténèbres, parce que tous les Time Lords de base sont censés être des anges venus de la création. Donc même si j'ai pas vu le manga, je pense que c'est un méchant, mais je peux pas dire. Je connais juste le nom, mais je vais éviter de trop spoiler. D'ailleurs, le nom fait quand même référence biblique, mais j'en dis pas plus. Et par ailleurs, dans le même deck, on a une référence pour Zexal avec le numéro XX Infini Utopie des Ténèbres, qui est une référence au number. Donc, pendant longtemps, je m'étais d'ailleurs posé la question pourquoi il y a un number qui s'appelle numéro XX qu'on voit pas dans Zexal. Et bien en fait, c'est parce que on le voit en clin d'œil dans Arc-V, dans le même deck où on voit le Time Lord Progenitor Vorgate. Voilà. Pour en finir avec la présentation d'archétypes, on parle de Seigneur du Temps, tout ça, le voyage dans le temps, tout ça, mais en fait, les Seigneurs du Temps, c'est pas leur nom réel. Leur véritable nom japonais, je vais mal le prononcer, je suis désolé, ça s'appelle les Jakaishin, qui signifie en anglais les Time Machine Gods. Donc on n'est pas sur des Time Lords, en fait on est sur des Time Machine Gods, donc en français des machines à voyager dans le temps divin, et donc par conséquent si vous voyez les créatures, ben en fait en résumé c'est plus une référence à des machines à voyager dans le temps qui ont une conscience propre et qui ont une conscience vraiment divine et qui surgissent pour faire les lois de l'univers en fait. Non. Ouais, enfin. Bon, que ce soit très clair, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec cette série emblématique, mais que ce soit très clair, ce n'est que des putains de coïncidences, d'accord. On va s'arrêter là sur les clichés Doctor Who, d'accord. C'est que des coïncidences. Enfin bref, toujours est-il, comme l'a dit Doc, c'est pour ça que j'avais fait les références Doctor Who, que le Progenitor n'est sorti que en OCG. J'ai eu la chance de l'avoir en version anglaise pour la présenter sur mon diapo. Voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter sur ma présentation. Je suis encore désolé parce que je sais qu'elle est légèrement catastrophique, mais heureusement qu'on est en live. Donc comprenez bien pourquoi je fais plus de vidéos, parce que le nombre de temps que j'aurais mis à essayer de rattraper tous les bafouements que j'aurais fait, ça m'aurait vraiment énervé. Donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. C'était la présentation sur les Time Lords que j'ai mis beaucoup de temps à mettre de côté, et finalement voilà, je suis quand même assez content d'avoir fait cette présentation. Comme vous pouvez le constater, voilà, il y a des archétypes qui ont des références vraiment très recherchées, hein. C'est pour ça qu'on adore toute la culture populaire que peut nous proposer tous les studios, toutes les entreprises comme justement Konami, qui nous fait des archétypes qui sont ultra travaillés quand même derrière, que ce soit en termes de design, de termes de comment représenter un archétype qui leur sont propres. J'avais déjà fait la même chose avec le Kaiju, qui est à peu près le même genre de mécanisme. Là on est sur les Time Lords, donc voilà, les anges purificateurs. J'espère que vous avez plu cette présentation comme ça. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur les Time Lords.
Si vous voulez poster aussi un petit commentaire, si j'ai oublié 2-3 trucs derrière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra en discuter. Hein. Parce que j'ai pas la science infuse, hein. Je reste quand même un humain qui fait ses petites recherches à droite à gauche et même si j'aime pas trop parler d'un truc en particulier, il y a peut-être d'autres références que j'avais pas bien vues, n'hésitez pas à les dire. En référence avec les Time Lords, que ce soit très clair. Hein. Tout ce qui est avec Zone, le fait qu'il c'est lui qui a donné en fait le Shooting Star Dragon, non, on n'en parle pas, d'accord? Je le dis là comme ça, mais tout ce qui est référence au Time Lord, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu quand même. Vous inquiétez pas, hein, il y en aura encore d'autres, il y aura encore des lores, etc. Ça, je m'arrêterai pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que, comme j'ai dit, il y aura d'autres épisodes. Voilà, sur ce, moi je vous dis, excellent.